Chapitre 8. Quelque part. Seuls les dieux savent où. Hans courait à perdre haleine, mais ses jambes patinaient sur place, incapable de distancer son poursuivant, mais qui était à sa poursuite? Il avait trop peur de se retourner pour le voir. Kurt Gütermann, peut-être. À de nombreuses reprises, ce matelot lui avait vertement fait comprendre à quel point il ne l'appréciait pas. Était-ce le capitaine? Mais non, voyons, il était plutôt satisfait de son service. Alors, il devait s'agir de son père, ou plus exactement de son beau-père, car Hans était né de père inconnu, et l'homme que sa mère avait épousé l'avait toujours détesté, et cette haine était réciproque. Il ne fallait pas qu'il le rattrape. « Hans !» fit une voix suave et féminine. Il était poursuivi par une femme. Surpris par cette découverte, il perdit l'équilibre et atterrit sur un tapis de soie rouge vif. Écarlate, c'est ainsi que le sorcier nommait cette couleur. Il voulut fuir à quatre pattes, mais elle lui saisit les mains et le releva de force. Bientôt, le visage de la femme écarlate fut tout proche du sien. Il pouvait sentir la chaleur de son souffle. Elle lui posa les mains sur sa robe de soie couverte de pierres précieuses et l'enlaça. « Pourquoi t'enfuir, Hans? Tu sais que tu peux tout obtenir de moi. Fortune, richesse, puissance et tout ce que tu peux désirer d'autre. » Elle avait raison et il le savait. Il cessa de résister. Mais en même temps, une autre voix, une voix masculine, lui donnait des ordres. Mais il n'en comprenait pas le sens. Et soudain, la femme rouge se mit à le regarder fixement. Sa bouche s'entr'ouvrit et un mince filet de sang commença à couler. Mais elle ne mourut pas. Elle saisit des deux mains le visage de Hans et l'embrassa fougueusement. Hans était terrifié et en même temps, le goût et l'odeur du sang tiède le plongeaient dans une sorte d'extase. Enfin, elle se décida à tomber. Son corps s'écroula sur la nappe de soie rouge sur laquelle lui-même se trouvait. Il serrait encore à la main un couteau ensanglanté. Était-ce lui qui l'avait tué? Et qui d'autre sinon? Quelqu'un l'avait-il vu? Affolé, il se tourna dans toutes les directions. À sa gauche, un groupe de soldats l'observait sans rien dire. Non, ce n'étaient pas des soldats. C'étaient des guerriers, portant des haches de bataille, de grands boucliers ronds. Hans ne les avait jamais vus, mais il savait que ces hommes étaient ses ancêtres. Quelle curieuse ironie. Il pouvait voir ses plus lointains ancêtres alors qu'il ignorait le nom de son propre père. À sa droite, une foule de soldats, des soldats tels qu'il les connaissait cette fois, marchaient au pas cadencé, guidés par des bannières rouges et blanches ornées de swastika. Les hauts dignitaires passaient les troupes en revue, mais ils semblaient inquiets. Le Führer était inquiet. Il ne croyait plus lui-même en la victoire. Hans se mit à hurler. « Je reviendrai, mon Führer! Je retrouverai les portes de l'Agartha, et je ramènerai la Légion des Anciens. »« Hans! Réveille-toi! Réveille-toi » Hans s'éveilla en sursaut. Il était allongé sur sa couchette. La première chose dont il eut conscience, en se réveillant, fut la présence de Kurt, penché au-dessus de lui, la dernière personne qu'il souhaitait voir en se réveillant. Et pourtant il y avait quelque chose de curieux. Gütermann ne semblait pas furieux comme les autres fois. Il était presque souriant. « Du calme, mon bonhomme. T'as encore fait un cauchemar, on dirait. Toujours le même. »« Oui, c'était le même. Est-ce que j'ai crié ? » ?»« Tu as juste parlé, et puis tu t'agitais beaucoup. Il vaut mieux se réveiller dans ce genre de cas. Tiens, prends un peu de café. Ça va tout de suite te remettre d'aplomb. » Joignant le geste à la parole, il lui met dans les mains une tasse fumante. Ce changement d'attitude était étonnant. Hans se doutait que le capitaine y était sans doute pour quelque chose, mais il n'était pas rassuré pour autant. Gütermann semblait avoir envie de discuter, et Hans n'en avait pas envie du tout. Un autre marin, Ludwig Balz, était aux côtés de Gütermann. Il semblait suivre leur conversation avec intérêt. Toujours cette femme en rouge, avec du sang, pas vrai, poursuivit Gütermann. Oui, toujours. Et toujours avec les pierres précieuses. Oui, je crois. Des pierres comme celle-ci? Gütermann lui montra une émeraude. Hans eut un hoquet de surprise. Où avez-vous trouvé ça? C'est sans importance, Hans. Il n'y a que deux choses qui comptent. C'est que nous avons une petite idée de ce qui s'est passé en Islande. Notre passager fait un petit trafic, et il a probablement tué quelqu'un pour se couvrir. Et la seconde,
c'est que cette pierre vaut une petite fortune. Et si le coffre en est plein, comme je le pense, il y en a assez pour que chaque personne à bord de ce bâtiment puisse vivre comme un pacha jusqu'à 120 ans. Seulement pour ça, il faut qu'on se fasse son affaire au sorcier, et que tu sois avec nous, tu comprends? Et en plus, intervint Ludwig, tu es un patriote, n'est-ce pas? Ce qu'on vient d'entendre ne nous laisse aucun doute. Et si le sorcier juif abuse de la confiance de notre état-major pour ses trafics personnels, c'est notre devoir d'y mettre fin. Oui, je veux dire non, balbutia Hans, qui commençait à s'affoler. Vous n'avez pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Et de toute façon, le coffre n'est pas rempli de pierres précieuses. Enfin, pas uniquement. Chut, fit soudain Gutermann. Tous trois tendirent l'oreille. Un homme se retourna sur sa couchette, en grognant. Puis le silence revint. Prends le temps de réfléchir, Hans, chuchota Gutermann. Avec nous trois, et Karl qui est dans le coup, ça fait 4 parts. Avec la moindre pierre, qui vaut une véritable fortune, je te laisse deviner ce que tu pourrais faire avec la tienne. Prends le temps d'y réfléchir, et on en rediscutera plus tard. Les deux marins s'éloignèrent, laissant Hans Feuerbach à ses angoisses et à ses cauchemars. Mais un homme n'avait rien manqué de leur conversation. Le sergent Frédéric Albrecht, l'aumônier du bord.